Bonjour, nous sommes très heureux d'accueillir au salon de lecture aujourd'hui deux auteurs. Donc Catherine Millot pour son dernier livre Un peu profond ruisseau, et ensuite Richard Reichmann pour son dernier livre La vie ordinaire des génocidaires aux éditions du CNRS. Bonjour Catherine. Bonjour Vanina. Donc ce livre, ce dernier livre là, de Catherine Millot, Un peu profond ruisseau, paru chez Gallimard dans la collection L'Infini, c'est donc un nouveau livre. Elle a écrit de nombreux livres, dont dans cette collection d'ailleurs, donc La vocation de l'écrivain en 1991, Gilles Genet Mishima en 1996, Abîme ordinaire 2001, La vie parfaite 2006, Aux solitudes 2011 et La vie avec Lacan 2016. Voilà, donc je vais donner la parole à ces discutantes. On va commencer par Claude-Noël Pickman et ensuite Daniel Brun. Alors d'abord, je crois qu'il faut remercier Catherine pour ce très grand texte qui est beau et passionnant en même temps. Donc ce texte que tu nous donnes à lire dans ton dernier livre, Un peu profond ruisseau. À la fois, c'est un livre qui s'inscrit dans cette recherche que tu as entreprise depuis longtemps. Vanina vient de citer tous ces livres qui ont été publiés dans cette collection L'Infini. Cette série de livres, c'est vraiment le lieu même de cette recherche. Et que tu partages avec nous, livre après livre, depuis La vocation de l'écrivain. Ton questionnement autour d'une expérience intérieure que tu as faite à plusieurs moments de ta vie, donc ce retournement dont tu témoignes quand, à l'acmé de la déréliction, au sein même de l'abandon de l'autre, s'ouvre un autre espace, en quelque sorte asphérique, fait de vide et de sérénité, mais aussi, il m'a semblé que c'était important dans ce livre, de disposition d'accueil sans réserve. Ce sont des termes que tu utilises. Expérience de jouissance que tu partages avec d'autres, notamment les mystiques, et que tu retrouves dans d'autres écrivains, chez d'autres écrivains. Alors on retrouve ce fil-là, qui est le tien, dans ce livre aussi. Mais je dirais que là où tu nous as habitués à fréquenter avec toi d'autres œuvres littéraires, le plus souvent avec lesquelles tu partages une communauté d'expériences, eh bien dans ce dernier livre, le champ s'est resserré autour d'un événement encore plus radical. Tu nous dis, dès l'entrée en matière, tu as failli mourir du coronavirus. C'est de ce rapprochement forcé avec la mort et de ce qu'il t'a amené à vivre dont tu nous parles dans ce livre. Une aventure avec la mort, en quelque sorte. Quand le réel de la mort fait trou ou tache au cœur même de la vie et que l'on ne peut plus continuer de l'ignorer. La vie est nouée à la mort. C'est cette intrication qui est source de vie. On pense, c'est ce que tu nous dis, on pense bien sûr à Freud et à son nouage, pulsion de vie, pulsion de mort, mais aussi à ce qu'il affirme dans Au-delà du principe du plaisir, que la pulsion de mort est ce qu'il y a de plus pulsionnel dans toute pulsion, au point de penser la vie comme une simple coupure sur le chemin de la mort. La vie n'étant qu'un détour vers la mort et l'exercice de la vie, eh bien, les moyens que l'on trouve, les moyens de jouissance même, que l'on trouve pour faire durer ce détour. Le sacrifice même que cela exige de consentir, je te cite, au dur désir de durer, comme tu l'écris. C'est une citation déjà. Ah oui? Oui, c'est Char, je crois. René Char. Oui, c'est René Char. Ce paradoxe, eh bien, tu l'inscris au fronton même de ce texte, puisqu'il est présent jusque dans le titre, Un peu profond ruisseau, point de suspension. Il faut nommer les points de suspension.
Les points de suspension masquant la fin de ce vers de Mallarmé, devant le tombeau de Verlaine, c'est le dernier vers du poème, le tombeau, un peu profond ruisseau calomnié, la mort. Il nous rappelle qu'elle est là, à fleur de peau, drainant de son flux permanent la vie, à la condition de ne pas la nommer, de la laisser à l'horizon de la pensée comme un point d'infinitude. Si vis vitam para mortem, écrit Freud dans ses considérations sur la guerre et sur la mort, mais ce que tu nous dis, c'est qu'on n'est jamais préparé, quand c'est de notre propre mort qu'il s'agit. C'est ça que tu lui réponds, en quelque sorte. Il n'y a pas de directive anticipée, dis-tu. Voilà, donc c'est nu qu'on y est confronté. Certes, la vie nous confronte à la présence de la mort, mais sous la forme de la mort des autres, à la perte des amis, des êtres chers, parfois même de leur agonie, et nul n'échappe à cette confrontation l'âge venant. L'imminence de sa propre mort est autre chose, me semble-t-il, et de l'avoir vécu, tu en retires un nouveau questionnement. Quand surgit le réel de la mort, quand il n'y a plus le temps de philosopher pour l'apprivoiser, eh bien, quelle est cette volonté de vivre qui pousse à l'état brut, si j'ose dire, parfois même, comme tu nous le montres, au-delà même du déraisonnable, jusque dans la décrépitude la plus extrême. Et d'où provient-elle ? C'est une réflexion sur cette question que tu nous apportes dans ce livre qui apparaît alors comme une magnifique leçon de vie. Mais ce livre est aussi le récit d'une mutation subjective, d'un déplacement du point de vue que l'on croyait définitivement acquis sur notre propre histoire, comme dans une analyse, lorsqu'un fragment de vérité est dégagé par le travail de l'inconscient et vient remanier l'ensemble de notre savoir, ouvrant à de nouvelles possibilités de pensée. C'est donc cette double aventure avec la mort et avec l'inconscient que tu offres à lire à tes lecteurs dans ce livre. Alors, sans découvrir plus avant le contenu du livre, pour ne pas en gâcher la lecture à d'autres, eh bien, je voudrais en dégager quelques articulations qui m'ont spécialement intéressée, plutôt interrogée. Alors, à la fin de la première partie du livre, dans laquelle tu fais le récit de ton hospitalisation, tu écris « Aujourd'hui, plus de 3 mois après, cette aventure, car c'est ainsi que je l'ai vécue, me semble irréelle. C'est peut-être le signe du réel, au sens plein que lui donnait Lacan, que cette impression d'irréalité laissée dans son sillage. Ce fut aussi un moment précieux, celui d'une double expérience, celle d'une proximité paisible avec la mort au cours de la première nuit d'hospitalisation, et celle d'une atteinte organique profonde que je n'avais jamais connue jusqu'alors, et des ressources que je me suis découvertes pour l'affronter, une force de vie au sein de la faiblesse même. Alors, c'est vrai que j'aimerais que tu nous en dises un peu plus, si tu peux, sur cette impression d'irréalité en tant que signe du réel, qui est vraiment, je pense, quelque chose de tout à fait, d'important au sein même de cette expérience, d'être au fond exposé à la mort, qui n'est pas, qu'on ne fait pas tous, quand même, que personnellement je n'ai pas faite. Je n'ai pas été exposée de cette façon-là. Alors, il y a cette proximité paisible avec la mort dont tu témoignes de bien des façons dans le livre. Je ne vais pas toutes les citer, justement pour pas dévoiler trop le texte, parce que tu le fais d'ailleurs avec beaucoup d'humour, il faut bien dire. Alors, mais ce que je voudrais retenir de ça, c'est au fond, ce que tu nous dis, c'est cette nouveauté pour toi d'être logé à la même enseigne que tout un chacun, qui te donne la possibilité d'effacer ta différence, c'est comme ça que je l'ai compris,
en te fondant dans le grand tout de l'humanité, mais d'une humanité particulière, parce que c'est l'humanité au moment même où elle est mise en péril par le fléau qui est en train de s'abattre sur elle. Donc, d'une humanité qui porte bien visible le trait de la mort. C'est non seulement juste, dis-tu, donc de se fondre dans ce grand tout, donc c'est-à-dire, je dirais, du point de vue de la justice distributive, mais cela te donne aussi ta juste place. J'étais, alors je te cite, je te cite d'ailleurs citant Genet, j'étais rendu à ce point précieux où l'être humain est ramené à ce qu'il y a de plus irréductible, et donc citant Genet, tu dis sa solitude d'être exactement équivalent à tout autre. Cependant, me semble-t-il, cette équivalence à tout autre, elle est immédiatement niée, ou je ne sais pas comment le dire, ou du moins transformée en autre chose, puisque ce dépouillement de tout trait narcissique, qui t'a permis de trouver ta juste place, eh bien, elle est aussi ce qui te permet de l'élever. Alors, je dis à la dignité, mais élever à la dignité, c'est aussi le terme que Lacan utilise pour la sublimation. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un geste de sublimation, justement. Me semble que c'est autre chose. Peut-être qu'on pourra en parler. Donc, de l'élever, moi j'ai dit, à la distinction de celles que tu appelles ailleurs tes sœurs en dénuement, Jeanne Guyon, Etty Hillesum, que tu cites là, dans ce texte-là, et auquel on peut ajouter évidemment Simone Weil, toutes ces sœurs en jouissance aussi, qui ont témoigné d'un mode de jouissance très spécifique, la jouissance d'être sans avenir. Et ça aussi, c'est une modalité de jouissance dont tu parles, c'est pas la première fois, mais tu le reprends là, mais tu en as déjà parlé dans Aux Solitudes, mais alors dans un tout autre contexte justement, puisqu'il s'agissait d'une croisière le long de la côte siciliaire, dans un décor à la beauté époustouflante, et où justement tu soulignes à quel point tout est parfaitement à sa place. Tout est en harmonie. Au fond, plus rien ne fait tache dans le tableau que tu donnes dans Aux Solitudes. Au point que tu écris, toute chose, ça c'est Aux Solitudes, c'est pas dans Un peu profond ruisseau, toute chose semble s'immobiliser, l'heure glisse sur nous et tombe en silence dans l'éternité. Alors, il y a dans les deux contextes similitude de l'expérience, donc celle que tu appelles jouir d'être sans avenir, et je m'interroge au fond sur la fonction qui prend l'effacement de ce qui fait tache, la disparition de ce qui fait tache ou trou dans le tableau. Est-ce la mort ou la faute, donc c'est la question que tu vas développer dans la deuxième partie du livre. Donc mort ou faute par exemple. Est-ce ce qui permet de parler de moments de renaissance? Voilà, là aussi j'aimerais que tu nous en dises un tout petit peu plus. Alors j'ai aussi une troisième question qui vient en articulation avec celle-là. La lecture de ton livre m'a donné à penser, comme je te l'ai écrit par ailleurs dès ma première lecture, qu'il était sans doute plus facile d'apprivoiser la mort que le désir de l'autre maternel, auquel nous avons dû tous consentir originairement pour advenir comme sujet. Alors tu dis, c'est dans le texte, dans la deuxième partie du texte, le désir de vivre est l'héritier du désir parental. Il reçoit une assise précaire de ses défaillances. La liaison d'Éros et de Thanatos, lorsqu'elle échoue, laisse la marque en creux d'un défaut vital. Il ne reste plus alors pour certains que l'issue d'une érotisation de la mort. Et tu cites Gide, Genet et Mishima, les trois auteurs sur lesquels tu t'es appuyé antérieurement pour soutenir l'intelligence de la perversion. Alors c'est sur ce consentement originaire à l'autre
qui ouvre les portes de la vie, hein, comme tu le dis, et j'ajouterais aussi celle du monde aussi. Hein. C'est pas seulement les portes de la vie, c'est celle du monde que ça nous ouvre. Et c'est donc sur ce consentement originaire à l'autre que tu attires notre attention. Tu dis, en citant Quignard, c'est comme un abandon total à n'importe qui. J'aime beaucoup cette citation. Parce que le Nebenmensch, en effet, c'est bien le n'importe qui. Hein, on ne choisit pas ses parents. À quoi fait écho cette autre phrase que tu écris ? Madame Guyon m'avait appris que Dieu peut prendre le visage de quiconque. Et ce consentement au désir de l'autre qui nous donne la vie, eh bien tu en donnes cette définition aussi que je trouve très bien articulée. Le sceau par lequel on s'offre tout abri quitté à ce vœu de mort en l'autre. Avec cette question évidemment que je te pose, hein, mais l'autre n'est-il pas aussi bien notre premier abri ? Hein, c'est ce qui nous sort de l'île Flogiscaille justement. Hein, donc voilà, hein, donc effectivement, voilà, c'est la question de l'abri là que je pose. Hein, c'est un abri qui nous sort de tout abri, en même temps, tu nous dis. C'est aussi chez Quignard. Oui, mais... Ce qui nous abrite est aussi ce qui peut nous perdre. Et c'est... Oui, c'est aussi dans Freud et dans Lacan. Hein, et c'est aussi... Voilà, aussi dans Hölderlin, en fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que c'est là où c'est sans abri. C'est lorsqu'on est sans abri que qu'il y a une possibilité de salut. Oui, voilà, mais c'est tout à fait même. ce que tu nous montres, hein, vraiment. Et je dirais, pas seulement là, dans toute cette série des livres, depuis Abîmes ordinaires, hein, depuis La vocation de l'écrivain même. Hein. Alors Freud nous dit que c'est le forçage de la pulsion de mort par la libido qui transforme cette dernière en masochisme érogène. C'est la question du masochisme érogène que tu poses hein, dans cette partie-là du livre. Alors, donc, Freud nous dit que c'est le forçage de la pulsion de mort par la libido hein, qui transforme cette dernière en masochisme érogène, dont il fait le reste, à jamais actuel, de cette rencontre originaire avec le désir de l'autre. Alors, j'ai relevé aussi quelque chose, hein, donc, je dirais, qui vient au cœur de cette question, hein, c'est la répétition du chiffre 39,5. Oui, moi aussi je l'ai noté. 39, attends, 39,5, non, 39,8. 39,8, pardon. 39,8. Ah, tu vois, en plus, je fais un lapsus, hein, 39,8, hein, c'est pas 40, c'est 39,8. C'était effectivement la température la plus élevée que j'ai eue quand j'avais ce virus, quand j'étais chez moi, en fait. Et 39,8, c'est le chiffre que je trouve dans le petit livre où mon père consignait mes débuts dans la vie. Voilà. Hein. C'est quand même comme ça. Voilà. Hein. Alors, mais quand même, évidemment, je ne vais pas t'interroger sur ce chiffre, hein, qui est comme une lettre pour toi. Hein, mais puisque tu le donnes, hein, évidemment, il donne à penser comme s'il était la limite à ne pas franchir lorsque tu t'aventures vers la mort, par exemple, hein, ou bien celui de la contingence elle-même, au fond, qui marquerait la limite où il est nécessaire que la main secourable se tende vers toi pour te sauver d'une mort certaine. C'est comme si, quand même, ce 39,8-là, dans ta vie, hein, aussi bien à ta naissance que dans cette répétition, au fond, évidemment, qui s'inscrit nécessairement à cause du chiffre, dans cette exposition à la mort que tu as vécue avec le Covid. Voilà, c'est vrai que... alors, autre hypothèse aussi, je me suis demandé, ou bien encore, est-il la lettre même, hein, pour toi, hein, de ce retournement de l'autre qui veut ta mort en l'autre secourable, hein. Est-ce qu'il serait ce chiffre-là, justement
Alors, pour entrer dans le détail et dans la précision justement des choses, quand j'ai été hospitalisée, la fièvre avait baissé. C'est-à-dire, c'est en fait ce qui a fait qu'on m'a hospitalisé, c'était pas la fièvre, c'était un taux de saturation extrêmement bas. Silencieux, l'hypoxie heureuse, c'est tout à fait... voilà, ça c'est aussi... d'où le danger extrême. Et en même temps... C'est le danger d'ailleurs de oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas les symptômes, il n'y a pas la manifestation du symptôme. Tu le dis très bien, alors que tu es au bord de l'asphyxie, tu respires parfaitement bien. Parfaitement bien. Enfin bon, à peu près, oui, correctement. En tout cas, c'est pas... Je n'étais pas en état d'asphyxie, mais j'étais quand même un peu essoufflé dès que je bougeais. Au point d'ailleurs que le premier médecin que tu as vu n'a pas diagnostiqué ce qui se passait pour toi, si je comprends bien. Le premier médecin, c'était SOS médecin, il a tout à fait diagnostiqué, il m'a envoyé aux urgences de Cochin. Qui t'ont renvoyé chez toi. Qui m'ont renvoyé chez moi. Peut-être parce qu'ils craignaient d'être débordés, que j'avais à ce moment-là un taux de saturation qui était quand même un peu limite, mais convenable, suffisant, enfin, quoique... et voilà, enfin, c'était non. Et sans me dire d'ailleurs... Sans prévenir de quoi que ce soit. Sans me dire de surveiller ce taux de saturation, de faire revenir un médecin, disons, 48 heures après. Enfin, ça m'aurait peut-être évité de bien sûr. Mais là, ça, je dois dire, c'était rentrer chez vous. Ce qui fait que du coup, j'étais aussi rassurée. Je me suis dit, bon, c'est pas si grave. Enfin, c'est aussi une époque où on ne savait rien de cette, on savait rien de cette maladie. Pour conclure, je voudrais dire un mot de ce que j'ai appelé la fin de partie du livre. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. Cette leçon de vie que tu retires et de la fin de vie de ta mère, en passe, disons. Cette femme au désir, je dirais, increvable. Même lorsqu'il ne reste presque plus rien de la vie, et chez laquelle tu relèves une certaine dignité, justement, dans la décrépitude elle-même. C'est une dignité qui lui viendrait de ce désir de vie. C'est plus un désir de vie qu'un désir de vivre. C'est vraiment la vie elle-même qui se manifeste comme étant indestructible, là, vraiment. Un désir indestructible. Et en même temps, la dignité, chez elle, c'est aussi la capacité de dire non. Oui, alors justement, démordre. Je vais le dire tout à l'heure. Oui, absolument. Mais aussi, et donc tu l'éclaires à la lumière de la vie et de l'œuvre de Beckett. Et donc c'est une fin de partie que j'ai beaucoup aimée. Voilà, j'ai été touchée par ce que tu écris dans ces pages. Alors pour Beckett, les idées de pauvreté et de dépouillement sont encore des superlatifs, justement. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Pour lui, il ne s'agit pas tant d'effacement que de rétrécissement. Rétrécissement, amoindrissement, c'est la logique dans laquelle il pouvait éprouver que, je te cite, ce qu'on a de vivant, non seulement n'est plus là, mais ne l'a jamais été. Donc, expérience du moindre, expérience d'un moins qui tendrait vers un ou pire. L'iminimisable, comme il l'écrit lui-même. Donc, l'inimisable, moindre, meilleur pire. Voilà, c'est comme ça qu'il le dit. Voilà. C'est dans d'ailleurs ce que tu cites à la dernière page, Capopire. Oui, il y a deux citations. La première, j'ai oublié d'où je les ai sortis. Oui, alors je me suis dit, moi aussi, je ne l'ai pas, Capopire, j'ai tout de suite reconnu, mais je vais la lire, la citation, ce que tu en dis. Je me suis demandé si c'était Au les beaux jours ou si c'était à moi. Non, c'est pas une pièce. C'est pas une pièce, d'accord. Je ne sais pas non plus. C'est ailleurs. Alors parlons de ta mère. Voilà ce que c'est la dernière page, donc la fin de partie. Voilà comment je vais la lire. À moins que tu veuilles le faire. Comment ? À moins que tu veuilles le faire. Non, vas-y. Aujourd'hui, elle regarde de temps en temps la télévision. Ne dit plus mot, sauf non, non, non quand on la touche.
Elle ne veut pas être dérangée. Son visage, qui avait perdu toute expression, redevient un peu plus mobile, mais elle n'a pas retrouvé ce sourire qui l'éclairait. Elle dort beaucoup. Même en dormant à moitié, elle ouvre grand la bouche pour accueillir la nourriture. Bouche grande ouverte. Donc ça, c'est une référence à pas moi. Absolument. Voilà. Alors, donc voilà, maintenant c'est Beckett, sur quoi tu termines. De quel seul mot en dire le changement? Attention, moindre. Ah, le beau seul mot, moindre. Elle est moindre, la même, mais moindre. Et puis ensuite, donc ça apparemment tu ne sais pas non plus d'où tu l'as sorti, je n'ai pas trouvé, je ne l'ai pas cherché, je n'ai pas eu le temps. Mais ensuite, donc cap au pire, pire moindre, plus pas concevable, pire à défaut d'un meilleur moindre, le meilleur moindre, non, néant le meilleur pire, non, pas le meilleur pire, néant pas le meilleur pire, moins meilleur pire, non, le moins meilleur pire, le moindre jamais ne peut être néant, jamais au néant ne peut être ramené, jamais par le néant annulé, inannulable moindre. Ça c'est tout à fait extraordinaire. C'est fantastique. Ouais, je trouve. Voilà. Beckett, qui même dans, je veux dire, son écriture témoigne vraiment de cette logique du moindre, de cette recherche, au fond, vraiment N+1, le moindre. C'est-à-dire illimité, une série illimitée. Voilà, jamais il atteindra le néant. Voilà, ça peut toujours se rétrécir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude. Oui, merci beaucoup, Claude. C'était formidable. Oui, passionnant. Alors, je ne sais pas comment te répondre, parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vais quand même... je vais dire ce qui m'est venu en t'écoutant, que je pouvais reprendre, c'est ce qui m'est arrivé dans ce passage, c'est au moment de cette maladie, au moment où je n'ai pas été hospitalisée une première fois, et puis où c'est une amie qui m'a sauvé la vie, en fait, qui était venue me ravitailler parce que j'avais personne pour me nourrir, et puis en plus je ne pouvais rien bouffer parce que le virus m'avait attaqué le foie, ce que je ne savais pas, parce que j'ai su après. Et donc elle m'a porté du bouillon, et puis 2 soirs de suite, et le deuxième soir qui était 3 jours après que j'ai été la première fois aux urgences, elle m'a trouvé pas bien, je devais être à peine un peu essoufflée, en tout cas elle c'est une amie italienne, donc en Italie ils avaient un petit peu d'avance sur nous, elle était un peu plus au courant que moi, des symptômes et puis de ce que ça pouvait, de la gravité des choses, et c'est elle qui a commandé sur internet la visite d'un SOS médecin. Heureusement. Voilà. Ça c'est vrai que probablement dans la nuit, si le taux de saturation avait encore baissé, peut-être que j'aurais pas passé la nuit. C'était bien possible. Alors, dans cette première nuit, il y a eu, parce que je distingue vraiment du reste de mon séjour à l'hôpital, c'était cette première nuit où je pensais que j'avais de bonnes chances de mourir. Et on m'avait dit qu'on me mettait dans un service de réanimation pour que je puisse être à côté d'un respirateur au cas où mon état s'aggraverait, c'est-à-dire où je serais à ce moment-là intubée, mise dans un coma artificiel, il y avait tout le tableau. Donc je me disais, les choses quand même sont... Alors cette idée de justice, quand tu reprends cette question de la justice distributive et de la place juste, alors il y avait le fait que je n'avais pas cherché de passe-droit. À partir du moment où on m'avait refusé une première fois à l'hôpital, je n'avais pas cherché à appeler, même j'aurais pu appeler le professeur que je voyais en pneumologie depuis déjà pas loin de 10 ans, et qui était à Cochin. Donc il aurait pu peut-être venir à mon secours, mais en fait je crois qu'il ne serait même pas venu à mon secours. Mais bon, en tout cas j'ai appelé, je n'ai pas cherché de passe-droit. Et c'est ça qui m'a permis en quelque sorte de
de me sentir là au titre de n'importe qui, de quiconque, et d'avoir affaire, effectivement, au titre de n'importe qui, c'est-à-dire d'avoir affaire aussi à l'éventualité de mourir auprès de n'importe qui, c'est-à-dire de l'infirmier, de l'aide-soignant, enfin c'est-à-dire du prochain, le prochain à l'état pur, hein, si je puis dire. Et ça m'était, enfin, ce qui était dans mon état de grande faiblesse physique quand même, j'avais absolument ma tête. C'est ça qui est très étonnant aussi. D'abord, je pouvais lire, et puis j'ai passé la nuit, une bonne partie de la nuit à méditer. Enfin, d'une certaine façon, à faire face mentalement à la situation. Et alors, est-ce que d'une certaine façon, cette acceptation de ma mort éventuelle, l'absence de... Enfin, ce qui a été l'expérience, là, ça a été l'absence de peur. Je n'avais pas peur, je n'étais pas angoissée. Et ça, c'était quelque chose qui, sur le moment, m'étonnait beaucoup. Ben oui, voilà. Tu dis même, à un moment, il y a quand même des lieux plus sexy pour mourir. Oui, ça c'est formidable. C'est vraiment le mot qui m'était venu en voyant cette petite... C'était une petite salle qui était même pas... Il n'y avait pas de salle de bain, c'est une réanimation. Donc on n'est pas censé aller à la salle de bain. Elle était peut-être le quart de cette pièce. Donc c'était vraiment tout petit, tout exigu. Mais de me sentir, en somme, amené à ce point d'être n'importe qui, ça m'ouvrait effectivement sur le dehors, sur l'humanité, sur cette humanité qui était en péril de toute façon comme je l'étais. Et donc ça a été. Alors est-ce que cet état-là est une jouissance? C'est pas sûr, parce que tu as repris ce terme de jouissance. D'une certaine façon peut-être, mais je suis pas sûre. C'est-à-dire que tu parles de la jouissance d'être sans avenir. Jouir d'être sans avenir, hein, c'est le terme que tu utilises. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Et donc dans ce moment-là, en effet, c'est bien ça qui se profile, mais c'est articulé en effet au fait que, tu le dis très bien, hein, tu étais sorti du cadre de ce que tu appelles ta vie ronde. Oui. Alors que aux solitudes, la croisière, c'est quand même, ça fait partie de ta vie ronde, si j'ose dire. Hein, c'est cette vie de privilégié entre guillemets. Enfin, et surtout à ta main. Hein, la vie rêvée, tu dis aussi parfois, c'est-à-dire où tu peux lire quand tu as envie de lire, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Hein. Oui. C'est une vie. À ta mesure et que tu as à ta main, voilà. Hein. Et là, une vie effectivement de confort. Oui, oui, tu utilises d'ailleurs le terme. Hein, voilà. Et je m'étonne d'ailleurs au fond de m'apercevoir que ce confort, ça a été pour moi une valeur, alors que ça n'était pas pensé comme tel. Et en même temps, il ne te manque pas du tout, on voit bien. Hein. D'ailleurs, dans cet hôpital, c'est ça qui est très... Enfin, ça produit même un effet par instant comique, hein, c'est que tout te plaît. Hein. Oui. Jusqu'à la chemise. Hein, tu dis, oh là là, elle a dû être pensée par une styliste. Hein, voilà, c'est... Non mais ça effectivement j'en ris moi-même, en effet j'étais contente de tout. Oui, c'est étonnant, hein, c'est les infirmiers, les soins, la nourriture, tu trouves la tout nourriture bon. Que je ne peux pas manger. Oui, que tu ne peux pas manger, mais quand même tout est bon, hein, tout est bon là. Oui. C'est-à-dire que tu sens qu'on s'occupe de toi aussi. Oui. Tu sens que tu es prise en charge, tu sens que... Absolument. Justement, tu t'abandonnes à l'autre, voilà. là, vraiment. Tu t'abandonnes aux soignants, que tu respectes et dont tu sais qu'ils font tout pour toi. Qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Tout ce qu'ils peuvent, voilà. Ah oui, c'était très... Et qui font tout ce qu'ils peuvent, et justement pas en tant que je suis privilégiée, non. En tant que je suis n'importe qui. Et c'était ça, l'espèce de bonheur, là. Alors justement, par rapport à ça... je me suis demandé dans ce livre, c'est la première fois que je me le demande en te lisant, mais dans ce livre-là, je me suis demandé s'il n'y avait pas un geste, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'élever à la dignité, au fond, d'une Ebenmensch, enfin de l'autre secourable, le quelconque, enfin, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas ce geste, quand même Oui, c'est possible. Oui.
Alors, il y avait l'épisode de la clinique où on m'a envoyé, parce qu'au bout de 5 jours, enfin, parce que je suis après le service de réanimation, je suis allé dans un service de médecine interne, enfin, on m'a envoyé dans un service de médecine interne, parce qu'il avait besoin de place en réanimation. Et tout en me disant, ça c'était quand même, en me disant, bah, si votre état s'aggrave, on vous ramènera. Hein. Donc, genre, vous inquiétez pas, on n'est pas loin. On gardera votre place. On n'est pas loin. Oui. Je disais, bon, c'est donc que je vais pas, c'est pas tellement mieux que ça, puisqu'on me dit ça. Ils ne savaient rien, en fait, ils ne savaient rien. Sur les possibilités d'aggravation. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui pensaient qu'ils allaient mieux et qui dont l'état s'aggravait brutalement et qui sont morts. Ben oui. Comme par exemple quelqu'un que je connaissais, qui était Henri Weber, c'est ce qui lui est arrivé en particulier. C'est très spécial, parce qu'en effet, on peut. Elle est imprévisible. C'était l'inconnu, en plus. Oui, c'est l'inconnu. C'était vraiment tout. Et ça l'était d'autant plus. Et ce qu'on m'a dit d'ailleurs, c'est que heureusement que je n'ai pas été intubée, parce que tel que c'était pratiqué à ce moment-là, la ventilation, c'était plus dangereux qu'autre chose. Et alors que maintenant, ils savent mieux faire, mais ils ont appris sur le temps. Ils ont appris beaucoup de choses, bien sûr. On apprend, bien sûr. Je vais donner la parole à Danielle Brun. Très bien, merci beaucoup. Alors, d'abord, je suis reconnaissante à Claude Noël d'avoir précisé le lieu où s'adressait le poème c'est un poème de Mallarmé, non? Oui, le tombeau. C'est la fin du tombeau de Verlaine. Parce que je ne comprenais pas, et peut-être je viens d'être illuminée, je ne comprenais pas la phrase « Un peu profond ruisseau calomnier la mort ». Est-ce que la mort est un peu profond ruisseau? C'est une référence quand même au fleuve des enfers, au Styx. Ouais. Dont Mallarmé, dans cette circonstance, à propos de Verlaine, c'était parce qu'il était beaucoup plus grandiloquent à propos d'Edgar Poe, par exemple, ou d'autres, et à propos de Verlaine, ce Styx devient un petit ruisseau peu profond. Et Verlaine, point d'interrogation, il est couché parmi l'herbe, Verlaine. Oui. C'est ça, juste le vers d'avant. C'est une très jolie métaphore. Hein. Donc très Verlaine, importante c'est tout métaphore. simple. C'est la simplicité simple, aussi de Verlaine. Enfin, c'est tout simple. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à trouver ce titre, mais il correspond tout à fait à ce que je veux dire dans ce livre. Ah oui, mais oui, alors ça éclaire ce ruisseau qu'est la mort dans votre histoire. Enfin, pour moi, voilà. Oui, c'est surtout que j'ai eu comme une révélation qui peut d'ailleurs être remise en question à tout moment, hein, mais comme la révélation que la mort c'était peu de choses. Hein, c'était, voilà. En tout cas, la mort, mais ça traverse la vie quand même. Je ne parle pas de la mort des autres parce que ça c'est autre chose. Mais la mort propre, eh bien, au fond, ce que j'ai éprouvé à ce moment-là, c'est que au fond, c'était pas grand-chose. Enfin, le boulot d'ailleurs était à moitié fait. Hein, il restait plus grand-chose à faire pour passer de l'autre côté. En gros, c'était ça. On va passer de l'autre côté du ruisseau, justement. Voilà, donc, mais ce que je pense, c'est que c'est d'avoir eu l'expérience de cette absence de peur, dont je me disais d'ailleurs qu'elle était liée à l'hypoxie, à l'état d'hypoxie, bon, enfin, peu importe. Ensuite, ça m'a donné de la force. J'avais traversé ce moment en n'ayant pas peur. Eh bien, ça m'a donné de la force de lutter par rapport simplement. C'était tout simple, c'est aller se laver les dents. Enfin, c'était épuisant d'aller se laver les dents. Un effort, mais immense. Ben, voilà, c'était des choses comme ça dans la journée. Il y avait des choses comme ça, la toilette, qui demandait un effort comme ça. Oui, c'est une des spécificités de ce virus d'ailleurs, cet extrême épuisement. C'était pas seulement l'épuisement, là, c'était pas l'épuisement. C'est justement, non, j'ai pas eu sensation d'épuisement. C'était d'être à bout de souffle.
de n'avoir plus le souffle. C'est-à-dire c'était comme en marathon, c'est-à-dire on fait, je sais pas, on court pendant des kilomètres, on est absolument à bout de souffle, et puis quand même il faut y aller. Ça, au fond, c'est un peu comme si je m'étais découvert un second souffle. Voilà, exactement. Alors bon, moi j'ai beaucoup raisonné à ce livre, et j'ai été très impressionnée par la transparence, ce que j'appellerais la transparence associative, qui fait suite à votre écriture narrative et puis à des éléments, aux éléments que vous communiquez d'une très grande culture philosophique. Mais au-delà de la théorie, j'ai senti une inscription au plus profond de soi, malgré le peu profond ruisseau du titre, d'un mouvement de pensée où le présent s'entrelace avec différents épisodes du passé au nom d'un parcours analytique que l'actuel ravive sur un mode ici aussi narratif. Le récit de votre naissance, des carnets du père, le récit de vos rêves d'adolescente, le récit de vos voyages avec Lacan et de vos visites culturelles. Il y a là aussi un mode narratif, mais qui donne à la dimension transférentielle, parce je l'ai perçue, la dimension transférentielle dans votre analyse, qui lui donne à cette dimension transférentielle une inscription dans un passé révolu. Alors que révolu, mais gentiment révolu, j'y reviendrai. Mais bon, il peut se passer, cette dimension transférentielle, se dire de façon narrative, sans qu'on y perçoive une sorte d'intensité comme ça a pu avoir, ou comme vous donnez à penser qu'à l'époque ça a pu en avoir, notamment le désir de mort de la mère, que Lacan à un moment a pu confirmer sans jamais y revenir. Alors, finalement, ce qui reste, et c'est cette transparence associative qui m'a beaucoup touchée, ce qui reste, c'est la petite enfance qui garde sa présence et qui est articulée à ce qui y fait écho à différents moments de la vie. Ça, vous le montrez très bien. Et puis la mère qui est pareil à cette figure du destin qui mêle en elle les trois parcs, un peu comme dans le rêve de Freud, et à laquelle le dernier mot est offert à ceci près que Beckett est là, comme le disait très bien Claude Noël. Beckett est là pour garantir cette bouche ouverte qui ne pourra plus être porteuse de sort, un peu comme ça m'a fait penser aux sorcières de Macbeth. Alors, je voudrais dire un mot aussi sur... j'ai noté plein de choses. Sur cette remarque de la collègue à Bruxelles. Oui. L'autre investi d'une puissance de destruction. L'autre, le grand autre. Et qui vous a accompagné pendant un temps, qui vous est revenu et qui tient quand même une place importante dans l'articulation des différents moments de l'écriture, la narration et puis le récit de cette analyse qui devient comme un moment de la vie dont on peut parler. Et ça, c'est formidable, et j'y reviendrai. Mais alors, l'autre, le grand autre, investi d'une puissance de destruction. Alors, je me suis dit, mais l'autre, est-ce qu'il est, moi qui connais moins bien que vous ici, je me suis dit, mais le grand autre, est-il un motif d'investissement? Parce que je croyais que c'était un lieu. Alors,
comment est-ce... Et finalement, en vous lisant, j'ai cru comprendre que le grand autre, dans sa puissance de destruction, puisque c'est comme ça que vous l'entendez, et c'est aussi comme ça que ça travaille en vous, eh bien, est-ce que ce grand autre serait du fait de la situation dans laquelle vous vous trouvez en raison du Covid et de ses effets sur votre corps et nécessairement sur votre pensée, même si elle reste aussi vive, est-ce que cet autre serait devenu, ou en tout cas la remarque de la collègue vous aurait conduite à faire du grand autre le lieu de la mer? Alors, page 49, page 49, j'ai lu quelque chose à propos de justement de l'extase, de la déréliction. Enfin, ça vous amène la recherche sur la mère, sur ses vœux de mort, ou sur le fait qu'elle avait peut-être autre chose à faire qu'à s'occuper d'une petite fille. Ça vous amène finalement à restituer des concepts ou des mots dans lesquels vous vous retrouvez, qui sont issus de la littérature ou de la philosophie. Donc, à ce qui vous a, en premier lieu, avant l'analyse, à une discipline que vous avez investie et qui revient là, avec le vide béatifique, avec la déréliction, avec le sublime. Et ça m'a beaucoup intéressé, cette notion de sublime. Mais, donc, à travers la variété de styles que vous employez, il m'a semblé que ça opérait, en tout cas concernant l'analyse et les différents moments de l'analyse et les effets de réminiscence de votre analyse dans la situation d'écriture, mais qui était aussi celle où vous étiez, cette chute de l'analyste, il y a quelque chose comme une chute, comme on parle de la chute de l'analyste, non pas comme un déchet, pas du tout, c'est pas du tout un déchet, mais c'est une chute dans son pouvoir, j'ose pas dire, j'y ai pas pensé, j'ose pas dire dans son pouvoir d'emprise, mais dans une certaine forme d'influence sur les restes de la pensée, alors que on trouve chez vous une sorte de tendresse comme ça, d'évocation, qui peut-être au sens kantien que vous donnez, mais peut-être aussi au sens freudien du terme, ce sublime qui est une forme de sublimation, peut-être aussi, au sens propre de la transformation. Alors, j'ai donc beaucoup aimé la simplicité de la référence à Lacan, et aussi ce que ce livre, votre livre, transmet de l'intrication des pulsions de vie et des pulsions de mort, évidemment. C'est assez unique quand même, cette façon de les écrire et de le rapporter dans une expérience de vie qui est conservée, qui est retrouvée, de sorte que ce qui se dégage dans au-delà de la théorie, c'est cette dimension auto-analytique que Conrad Stein a beaucoup prôné, et je le retrouve là, et y compris dans la manière d'apporter une certaine tendresse à l'analyste, mais qui montre que non pas sa chute, non pas qu'il est déchu, mais qu'il est à une autre place dans l'histoire, à une autre place dans l'histoire, ce qui n'empêche pas un ancrage, cette dimension auto-analytique qui est très forte chez vous et très, très, très passionnante pour moi. Elle ne perd pas son ancrage dans le corps ni dans le quotidien. Et alors j'y retrouve une familiarité que moi-même j'ai reconnue depuis le début comme étant mienne, parce que je me suis imaginée, et je l'ai laissé un peu travailler, parce que, notamment quand vous dites qu'il ne fallait pas vous donner de lait à la naissance, parce que c'était contre-indiqué,
Et que finalement, comme vous étiez là encore une fois au bord du passage entre la vie et la mort, le médecin a dérogé à son protocole et a dit on va quand même lui donner du lait et ça vous a fait vivre. Ben, il y a quelque chose de l'ordre, enfin ça je le dis par rapport à une expérience qui a été la mienne. Moi je suis née au mois de juillet, il y avait une grande chaleur et ma mère était tout aussi... à pleurer le jour de ma naissance parce que c'était une troisième fille et qu'elle n'en voulait pas de troisième fille. Et au point que le médecin lui a dit si vous n'en voulez pas, vous pouvez toujours la mettre à l'assistance publique. De sorte que quand je m'y suis retrouvée, je me suis dit, j'étais peut-être pas à la même place, mais quand même j'étais à l'assistance publique pendant plusieurs années de ma vie. J'ai beaucoup travaillé. Mais il y a là quelque chose, le médecin a quand même dit, parce que à l'époque on ne donnait pas à boire aux enfants pendant les 3 premiers jours, donnez-lui à boire. Et donc aujourd'hui je crois que c'est peut-être un ancrage de naissance dans quelque chose qui est de l'ordre de la transgression. Et qu'est-ce qu'on en fait dans sa vie d'avoir été promu dans la vie avec une sorte d'autorisation à transgresser un protocole. Et ça m'a intéressée. Et alors la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que vraiment ce livre, qui est en même temps très poétique, m'a renvoyé ou m'a éclairé. Enfin, on sait ici combien je suis investie dans les relations entre la médecine et la psychanalyse. Et souvent, on me dit, mais alors, t'aurais dû être médecin, mais pourquoi t'as pas fait médecine, t'es fascinée. C'est pas ça. Et j'ai retrouvé dans votre livre, je crois que quand même, cette proximité avec la mort, et moi je l'ai vécu non pas personnellement, mais à travers les mères que j'ai pu rencontrer et les enfants que j'ai rencontrés, et même les adultes, à Gustave aussi, la proximité avec la possibilité de la mort crée une sorte de poussée d'adrénaline qui, en même temps, fait surgir de l'inconscient des pensées et des mouvements, et des mouvements que parfois, soit qui ne viennent pas dans de longues analyses, ou soit que l'analyse met très longtemps à faire surgir. Et donc j'ai retrouvé là, dans le vif de votre écriture, quelque chose qui me renvoie à pourquoi ça m'intéresse tellement, encore aujourd'hui, médecine et psychanalyse, et notamment dans des conditions évidemment de menaces sur la vie, que ce soit soi-même ou celle de son enfant ou d'un très proche, c'est que ça crée une poussée d'adrénaline bizarrement qui met l'inconscient quand même en route autrement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vais reprendre... J'ai pas de questions, j'ai des... Non, mais je vais peut-être reprendre, parce que vous avez là mis l'accent sur la seconde partie. Alors, ce que je veux... et puis, alors, la question de l'autre, enfin, animé d'une puissance de destruction, c'est la nature. L'autre, c'est la nature. C'est une figure. Je ne dis pas que l'autre, ça se ramène à la nature, mais disons que la nature est une figure de l'autre, on peut dire. Et que moi, c'est une figure à laquelle, justement, à laquelle j'ai beaucoup rêvé. Quand je parle dans Solitude au début, enfin, le voyage dans les îles éoliennes et tout ça, enfin dans les îles, c'était les îles Egadi. Mais alors, bon, l'autre, c'est un lieu, en effet, comme vous le disiez, c'est un lieu, et c'est le lieu où que l'on questionne concernant le désir. C'est-à-dire que c'est le Kevoy, c'est le lieu du Kevoy. Alors moi, j'avais ma réponse d'une certaine façon. Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette intervention de cette interlocutrice, qui était dans la foulée dans le cadre d'une présentation de Haute Solitude, ça m'avait beaucoup saisi, et
ça a travaillé, en effet, sur le mode de l'auto-analyse, et je suis tombée sur une phrase du moment de ma naissance, dont je me suis aperçue qu'en fait, elle parcourait cette phrase, elle était le fil de tout ce que j'avais écrit et publié, je dirais, dans la série des livres que j'ai publiés dans l'Infini. Et c'est ça, ça a été ça la surprise. C'était pas la phrase, je l'avais jamais oubliée, elle était présente, enfin tout ça, la thématique était présente aussi, et de m'apercevoir que c'était ça qui avait littéralement commandé tout mon travail pendant je peux dire, depuis le début des années 80, parce que la vocation de l'écrivain que j'ai publié en 91, j'avais commencé à l'écrire 10 ans avant. Donc, 40 ans. 40 ans de travail d'écriture. Et alors, ce qui s'était passé aussi, il y a eu un moment quand j'étais encore en analyse avec Lacan, où j'ai pris la mesure, où j'ai pris acte de ce que je n'aurais pas de son côté à lui ou du côté des analystes de réponse à la question qui me travaillait de la nature de cette expérience intérieure que j'avais, dont j'ai parlé dans Abîmes ordinaires. Enfin, une expérience qui, pour le coup, avait une parenté avec les expériences mystiques et qui m'avait beaucoup travaillé et que j'avais évoqué avec Lacan. Lacan avait simplement dit que c'était la Gelassenheit. La Gelassenheit, c'est un mot qu'on trouve chez Maître. Non, la Gelassenheit, c'est le laisser-être. C'est un mot qu'on trouve chez Maître Eckhart et aussi chez Heidegger. Enfin, c'était donc ce que. Alors il y a eu un moment, et c'était que je peux dater, c'est le moment où il y a eu un congrès sur la PAS, sur les résultats des 10 années de PAS, c'était en 1978, où j'attendais quelque chose, justement, sur le témoignage des fins d'analyse ou de la PAS. J'attendais quelque chose qui répondrait à la question que je me posais concernant cette expérience, je peux dire, presque initiale dans mon rapport qui était là en tout cas dès le début dans mon rapport à l'analyse, je voulais questionner ça. Donc là, à ce moment-là, j'ai pris acte que ça ne viendrait pas. Et ça a été dans la foulée que je me suis, en quelque sorte, il y a quelque chose du transfert qui a dû, en effet, chuter à ce moment-là, mais ce n'était pas le transfert spécialement à l'égard de Lacan, c'était le transfert à l'égard de l'analyse. Et j'ai reporté ce transfert sur les écrivains. C'est chez eux que j'ai cherché la clé de cette expérience qui m'interrogeait et dont j'interrogeais l'énigme. Et c'est ça qui a en effet été à l'origine de tout ce que j'ai pu publier. Et simplement, en cherchant ça, en même temps, je tissais autre chose qui était quelque chose qui était en quelque sorte commandé par cette phrase initiale, un peu destinale comme ça, dont je m'apercevais tout d'un coup qu'elle avait traversé tout ce que j'avais écrit sans que je le sache, sans que j'en prenne sans que je le sache, mon insu complètement. Alors ça, je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose là-dessus pour mes lecteurs, parce que c'est au fond la conclusion du travail dont j'ai fait état dans mes différents livres, et je le dois à mes lecteurs. Mais je n'arrivais pas à trouver le biais. Ensuite, il y a eu le déclin de ma mère, qui s'est retrouvé grabataire et tout ça, et puis c'est tout ce que je raconte dans la troisième partie, où je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'organise les choses avec que j'arrive à nouer les deux. Mais je n'y arrivais pas. Et donc il s'est passé quand même, je veux dire, près de 10 ans avant que je n'y arrive. Et ce qui m'a permis d'articuler les choses, c'est la rencontre du coronavirus. C'est la maladie. Et c'est cette rencontre avec, on peut dire, avec la proximité de la mort. Du coup, ça m'a permis de faire un nœud à 3, je peux dire,
et de rendre compte de ce que je voulais transmettre à mes lecteurs, enfin ceux qui m'ont lu, enfin qui ont suivi mon parcours, de son point d'aboutissement, enfin même si c'est pas forcément un point de conclusion, parce que la conclusion, enfin, on n'est jamais sûr qu'on conclut vraiment les choses. La suite le dira, si j'écris plus rien, ça n'a pas été conclusif. Non, mais est-ce que vous pensez qu'alors que cette rencontre avec le coronavirus a transformé votre rapport à l'écriture? Parce que peut-être que j'ai mal organisé les temps, mais il y a un moment où vous dites, quand j'ai commencé un auteur, je le lis jusqu'au bout et je suis amoureuse de l'auteur. C'est le transfert. Oui, je fais un transfert sur un auteur. Mais alors, est-ce que la rencontre avec le coronavirus, qui est quand même aussi une rencontre avec sa vulnérabilité, avec un corps qui vous échappe, parce qu'il faut bien se confier ou confier son corps à l'institution médicale ou à l'institution soignante, c'est formidable de trouver que tout est bien, parce qu'il y en a les 999 sur 1000 ou 99 sur 100 qui font que respecter ou en tout cas subir. Vous ne subissez pas. Ça, c'est formidable. Mais est-ce que vous pensez que cette rencontre où votre corps a quand même été totalement impliqué peut transformer l'écrit ou le rapport à l'écrit? En tout cas, parce que là, je sais pas. C'est possible. Enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est le plus petit livre que j'ai écrit. Hein. Et puis, en effet, j'ai eu l'impression d'une sorte d'épure, comme ça. Et je ne pouvais pas... ça a fait d'ailleurs un peu ma gêne. Je n'étais pas tranquille en me donnant à Solers, parce que je me disais que c'était peut-être trop pauvre. Et bon, enfin, mais en effet, peut-être que ça a eu cet effet-là, d'assèchement aussi. C'est-à-dire, en tout cas, ça a eu, enfin, l'ensemble, peut-être ce cheminement après la remarque de cette interlocutrice, et puis la rencontre de ce virus, il y a eu quelque chose, en effet, de l'assèchement, et là je pourrais employer le mot de jouissance, en effet, il y a eu un assèchement de jouissance. Voilà, bon. Merci en tout cas, merci beaucoup, merci. Non, moi juste un mot, ce que je trouve très intéressant dans le travail de Catherine Millau, puisque je suis une lectrice, je fais partie de ces lectrices depuis toujours. Je trouve que justement, on sent bien cette continuité d'un livre à l'autre, et comment un certain nombre de choses sont traversées et en même temps améliorées d'une certaine manière, approfondies. Et que là, oui, tu nous éclaires sur la question de la dérédiction, enfin, c'est une manière de poursuivre ton fil, quoi. Et du coup, nous avec. Et ce qui m'a frappée aussi, c'est que quand tu pars à l'hôpital, tu amènes des livres, enfin, tu amènes ta tablette, et tu n'amènes pas n'importe quoi comme lecture. C'est ce que j'étais en train de lire. Voilà, une correspondance, je crois. Non, Dostoïevski. Voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même formidable, c'est-à-dire... tu sais quand même que voilà, tu vas y passer du temps, mais tu vas faire quelque chose. Pour moi, de toute façon, si je prends le métro, si je vais attendre chez le médecin, j'emporte un livre. Voilà, mais là, disons que tu n'allèges pas. Emporter un livre, parce que je ne peux pas aller où que ce soit sans emporter un livre. Mais je trouve ça très intéressant qu'au fond, tu savais que tu allais dans un endroit quand même... un peu compliqué, mais quand même, tu amènes de la lecture et la brosse à dents et voilà, et tu trouves le temps de lire et de méditer, comme tu dis, d'où la question de l'auto-analyse dont parle Dania, c'est-à-dire que oui, tu réfléchis beaucoup là, donc il y a à la fois les livres et la réflexion. Et la tablette aussi, vraiment, là j'ai été bien inspirée de tout ça. Voilà, parce que tu lis beaucoup et donc voilà, tu continues ton travail de lectrice, enfin ton plaisir de lectrice. Bon, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et donc, nous allons passer au livre de Richard Reichmann, La vie ordinaire des génocidaires. Bonjour Richard Reichmann. Bonjour. Nous sommes très heureux de t'accueillir. Donc, pour ton dernier livre, donc la vie ordinaire des génocidaires, édition du CNRS. Donc c'est ton 3e livre après l'Empire du traumatisme avec Didier Fassin et Les Vivantes, qui est un récit paru chez Léo Cher. Donc tu es médecin psychiatre, psychanalyste, anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Voilà, je vais donc passer la parole à ton discutant, Jean-Claude Aguerre. Merci. Alors, ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'avec cet ouvrage, essentiellement, Richard Reichmann pose une question. Il s'agit avant tout d'une question. Je développerai un peu vers la fin pourquoi. Alors, en fait, qu'est-ce qui habite les auteurs des génocides ? Que trouve-t-on de commun avec les assassins de Daesh, les Khmers rouges, les nazis avec la Shoah, les Tutsis avec les Hutus? Sont-ils habités par des idéologies irréductibles? Leur inconscient est-il envahi par des pulsions sadiques non maîtrisées avec un surmoi défaillant? Les tortionnaires, les bourreaux, sont-ils des individus en marge de la société, habités d'une extraordinaire cruauté, et ont-ils finalement conscience des atrocités qu'ils ont commises et souffrent-ils d'un guérissable remords? Sont-ils réveillés la nuit par des cauchemars récurrents mettant en scène les personnes qu'ils ont suppliciées? Rien de tout ça. En développant le rappel dans l'histoire récente d'un certain nombre de génocides, le massacre des Tutsis par les Hutus, l'extermination d'une partie de la population cambodgienne par les Khmers rouges, la Shoah, les assassins de Daesh, Richard montre que les auteurs de ces crimes ne sont que des gens ordinaires. Après avoir égorgé toute la journée une 50aine de ses compatriotes, ce Khmer aura simplement la satisfaction du travail bien fait et se demandera ce qu'il va manger ce soir. Le seul problème qu'il se pose, c'est que c'est très fatigant et qu'il a mal au poignet. Le seul Et l'islamiste, par exemple, peut n'avoir qu'une très faible connaissance des écrits du Coran. Alors, le recrutement des tueurs ne se fait pas nécessairement parmi les plus convaincus et finalement, rarement les plus idéologisés. Ce ne sont pas des idéologues qui tuent, ce sont des gens ordinaires qui tuent comme on va au travail. Si les responsables, comme Dutch du centre 21 au Cambodge, furent jugés tardivement, les exécutants, eux, non. Or, ce sont eux qui ont concrètement commis les crimes. Et ils n'en éprouvent, à ce qu'a pu montrer Richard, ils n'en éprouvent ni remords, ni honte, ni culpabilité. Pourtant, sans leur participation, les meurtres n'auraient pu avoir lieu. Et ceci, à mon sens, est à mettre en regard avec l'attitude de la police française sous l'occupation, entre autres lors de la rafle du Vélodrome d'hiver. Tous les historiens le précisent, sans la complicité n'est peut-être même pas le terme,
sans l'apport de gens ordinaires qui étaient les policiers français, les déportations en France n'auraient pas pu avoir lieu. Alors, chaque tortionnaire se défend d'une manière structuraliste. C'est la structure qui est responsable. Eichmann, après avoir d'abord plaidé qu'il avait simplement obéi aux ordres, dit « s'il y a eu un crime, c'est un crime politique dont il ne saurait être condamné pour une politique élaborée par d'autres. » Et en ce sens, je trouve que le texte de Richard Reichmann illustre parfaitement ce que Lacan disait, à savoir que la plus grave des pathologies, c'est l'être normal. Bien sûr, on cherchera à se référer à Freud, considération actuelle sur la guerre et sur la mort, 1915. Pourquoi la guerre, 1933. Certes, les guerres favorisent une régression à des stades antérieurs du développement psychique, sans doute. Richard Eichmann cite, entre autres, Nicolas Elias, qui nous dit que l'acquisition progressive des principes de la civilisation engendre des autocontraintes censurant les conduites déviantes. Il y aurait une dialectique entre les vertus de la civilisation et le pire possible parce que tapis chez tout être humain. Mais que dire par exemple d'un certain Ustashi Petra Britska qui tue au couteau 1360 prisonniers serbes et juifs. Et les cas individuels comme celui-ci ne représentent finalement qu'une infime minorité des crimes de masse qui se comptent par millions. Qu'est donc cet homme ordinaire capable de toutes les atrocités? Richard Eichmann, bien sûr, cite Hannah Arendt, qui fait état, on le sait, on l'a beaucoup lu depuis, de la banalité, de la médiocrité. Elle commente le procès d'Eichmann en disant qu'il n'avait ni la carrure intellectuelle, ni l'autorité personnelle du responsable politique que son procès cherchait à montrer. Seul, il aurait été incapable d'accomplir et de porter le crime sur ses épaules. En notant bien sûr que la banalité du mal n'est en rien une circonstance atténuante. Mais selon Hannah Arendt, Eichmann n'est qu'un fonctionnaire banal, dépourvu de pensée et d'idéologie, noyé dans la bureaucratie. Mais, comme je viens de l'indiquer, les criminels jugés, comme Eichmann, comme Deutsch, ne sont pas les exécuteurs. Ils n'ont eux-mêmes tué personne. Il leur faut des hommes ordinaires, disponibles, c'est le terme qu'utilise Eichmann, disponibles pour cela. À cet égard, je lisais récemment que Robespierre n'avait jamais assisté à aucune exécution. Il aurait, paraît-il, été incapable de le supporter. Dans le livre, une insistance particulière, on peut le comprendre, pour les massacres des Khmers rouges. Quand même, quelques 3 millions de morts
entre 1975 et 1979. Dès les débuts, l'ensemble de la population de Phnom Penh est déportée dans les campagnes où elle meurt de fatigue et de faim. Et à cet endroit, le génocide concerne aussi les cadavres. Ils doivent être abandonnés et pourrir sur place. Ceux qui voudraient les inhumer risquent la mort. Ceci m'évoque, au XVIIIe siècle, le gibet de Montfaucon. À l'époque, être pendu jusqu'à ce que mort s'en suive n'était somme toute pas la condamnation la plus grave. La condamnation la plus grave était être pendu, tout court. Et les pendus devaient le rester et pourrir sur place. Des hommes en armes surveillaient le gibet. Si par aventure des personnes arrivaient à récupérer un proche pour l'inhumer, et s'il se faisait prendre, le cadavre était rependu. La propagande, en plus de l'Occident, à l'époque, enfin dans les années 80, contestait la lecture occidentale de la révolution cambodgienne. Il contestait la réalité de l'ampleur du massacre, principalement Noam Chomsky, et Alain Badiou écrit « Kampuchea vaincra ». Alors, n'importe qui, monsieur et madame tout le monde, chacun et chacune d'entre nous, pourrions-nous devenir, si une structure en ce sens se mettait en place, devenir génocidaires? Je trouve personnellement que ce livre qui pose cette question a l'immense avantage de n'y apporter aucune réponse. Il pose une question, il nous laisse cheminer dans la question. Il la laisse ouverte. J'adore citer Maurice Blanchot, la réponse est le malheur de la question. Ici, elle est trop sensible pour être fermée par une hasardeuse réponse. En ce sens, je trouve aussi que le livre est tout à fait en harmonie, et c'est la remarque que je fais, ce livre est tout à fait en harmonie, en résonance avec Étienne de la Boétie, l'essai sur la servitude volontaire. De la même manière, la Boétie pose une question, et j'insiste, malgré tous ces commentateurs de la Boétie, il ne fait que poser la question, il la laisse sans réponse. De la même manière que quelques hommes peuvent en exterminer des millions, comment un seul homme peut-il en asservir tout autant? L'intuition de la Boétie va largement au-delà du caractère révolutionnaire de son discours. Il pose une question à laquelle il ne sait répondre et il la réitère en boucle dans tout le texte. Comment est-il possible qu'une telle personne puisse en assujettir des milliers, voire des millions? Il reste dans la sidération de cette question. Les exemples qu'il tire de l'Antiquité lui permettent de faire rebondir la question, d'étoffer le texte, mais ne la font pas avancer. Les quelques propositions de solutions qu'il propose, habitude acquise de la servitude, soumission à quelques-uns qui soutiennent le tyran, ne convainquent pas, et il est clair, à mon sens, qu'il n'y croit pas lui-même. Alors, peut-être que le livre de Richard Reisman permet d'avancer dans la question de la Boétie. Pour qu'un homme en asservisse des millions,
Il faut simplement des hommes ordinaires, disponibles. De la même manière que pour s'opposer au génocide, Richard parle de résistance passive. La Boétie dit, je le cite, « Ce dont il est sûr, c'est que pour se débarrasser d'un tyran, il n'est pas nécessaire de prendre les armes, mais simplement de cesser de le servir. Or, ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre ni de l'abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne se contente point à sa servitude. Il ne s'agira pas de lui ôter quelque chose, mais de ne lui rien donner. Si les hommes ordinaires, disponibles, ne l'étaient plus, les massacres qui ont envahi le monde ne pourraient plus avoir. Et une petite remarque d'ailleurs pour la Boétie, dans les solutions qu'il imagine donner, il dit que la pire est en fait la démocratie. Parce que dans la démocratie, c'est le peuple qui lui-même choisit son tyran. Et à cet égard, il ne devra pas se plaindre des servitudes qu'il subira. Alors, je voudrais dire peut-être, et c'est là où j'ai été tout à fait saisi par ce livre, que Richard Rechtman, en posant une question sans réponse, il apporte une réponse à celle d'Étienne de la Boétie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Avant de donner la parole, alors, je voudrais même poser une question que tu pourrais développer. Tu n'as pas pris tous les massacres du monde entier. Parce que, voilà, moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur le XVIIIe siècle et sur la démonologie. Est-ce qu'on pourrait peut-être dire la même chose du génocide, peut-être, des sorcières, parce que 90%, enfin je ne sais pas le nombre que l'on pourrait dire, mais l'essentiel des femmes qui furent torturées et brûlées étaient des femmes. Après la bulle Summis Desiderantes de Clément VIII en 1484, qui donne la chasse aux sorcières, c'est des milliers qui vont être brûlés. Enfin bon, ça c'est une question un peu personnelle. Non, c'est une question très, très, très juste. Merci beaucoup pour cette lecture, merci beaucoup pour ces questions, parce que je trouve qu'elles vont tout à fait dans le sens de ce que j'ai souhaité faire. Et je pourrais déjà apporter un élément de réponse à cette dernière question. Oui, je pense qu'on peut oser la comparaison. Comparer, c'est justement chercher des similitudes, mais aussi des différences. Trop souvent, je dirais qu'on a voulu comparer des choses qui n'étaient pas comparables. Oui. C'est-à-dire, par exemple, pour donner juste un exemple, on compare des assassins de Daesh avec des types qui, dans la rue, crient « Vive Daesh ». C'est pas la même chose. Si les gens n'ont pas tué, on ne peut pas les comparer. S'ils n'appartiennent pas à une même embrigadement, je ne suis pas sûr qu'ils soient comparables. En revanche, comparer les types qui tuent au nom de Daesh avec des types qui tuent au nom des Khmers rouges ou autre chose, il me semble qu'il y a là des éléments possibles de comparaison. Alors pourquoi j'ai utilisé le terme génocidaire ? Ce qui n'est pas génocide. C'est pour ça que je pense que même pour les massacres du XVIIIe, on peut utiliser ce terme. C'est que je lui donne une définition très simple qui est le fait d'assassiner des gens en nombre, à la chaîne, des gens sans défense, et qu'on les tue pour ce qu'ils sont, et non pas pour ce qu'ils ont fait, ni même ce qu'ils ont dit. Et cette essentialisation de l'autre qui va justifier le massacre par des gens qui n'ont rien à craindre. On n'est pas dans un combat, on n'est pas avec des ennemis qui sont en train de viser, on n'est pas dans cette situation où il y a de l'effroi du côté du combattant, on est face à des gens qui décident d'assassiner ou qui obéissent et qui assassinent à la chaîne. De sorte qu'effectivement, le terme de génocidaire va bien au-delà de sa restriction au génocide, qui est le génocide, une définition juridique très, très précise, trop précise d'ailleurs, qui a été pensée à un temps précis pour répondre à une question précise. Mais le droit, comme tout autre, devrait pouvoir avancer. Et un certain nombre de crimes commis aujourd'hui pourraient mériter le terme de génocide dès lors qu'ils viennent précisément spécifier la nature des massacres qui sont faits. Donc bien sûr, je crois qu'on peut oser ces comparaisons. Et on peut oser cette comparaison aussi en s'interrogeant sur les hommes disponibles
et sur le caractère ordinaire. Alors, je dirais juste un mot en réponse à cela, sur le caractère ordinaire. J'ai un peu décalé la question par rapport à l'homme ordinaire, tel qu'il avait été pressenti par Hannah Arendt, mais surtout développé par Christopher Browning dans son livre sur le 101e régiment de bataillon, et où effectivement sa question, qui relevait peut-être de la question qu'on se pose depuis des années, qui sont ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, c'est quoi un homme ordinaire, est-ce qu'on pourrait tous devenir des bourreaux? J'ai essayé de me décaler de ça en me disant que finalement la dimension ontologique, je ne pourrais pas la connaître, je ne serais pas dans le psychisme de tous ces gens. Les hommes ordinaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sympas, il y a des gens qui sont antipathiques, il y a des méchants, il y a des pervers, il y a tout ça. C'est ça qu'il y a dans le monde ordinaire. Mais finalement, ça ne décrit pas suffisamment la spécificité. Pour atteindre cette spécificité, j'ai pris un autre concept, qui est celui de vie ordinaire, ce qui n'est pas la même chose. La vie ordinaire, c'est effectivement ce qui va permettre de comprendre comment vivent les gens lorsqu'ils ne sont pas en train de faire ce qu'il faut, à savoir tuer, mais que la vie de tous les jours est entièrement centrée sur cet acte. En fait, je dois me replonger dans l'antériorité de mon travail, un peu comme Catherine faisait tout à l'heure avec ses précédents livres. Je crois qu'il faut aussi remonter par rapport à cela, parce que moi j'ai longtemps travaillé sur les victimes, presque toujours, et puis je me suis rendu compte depuis des années que les victimes, on leur demandait souvent de témoigner au nom des autres, au nom de ceux qui n'étaient plus là, les mettant dans une position particulièrement douloureuse, qui est celle de devoir parler au nom des morts, puisque les morts ne sont pas là, qui sont les questions qu'on pose régulièrement aux vivants, au point qu'on les appelle des survivants, ce qui veut donc dire survivants qu'ils auraient, entre guillemets, dû mourir. Ils auraient été plus normal, finalement, qu'ils atteignent, comme tous les autres, la mort. Or, il me semble que ce qui est intéressant par rapport à ceux qui n'en sont pas morts, c'est de s'interroger sur les formes de vie qui permettent quand même que la vie persiste. Et on se rend compte quand on commence à interroger les victimes, ce que j'ai fait pendant des années avec les réfugiés cambodgiens, après d'autres personnes qui avaient subi à peu près les mêmes choses, c'est que leur pensée n'est pas entièrement centrée sur la mort. Au contraire, elle est centrée sur la vie. Et ils sont en train de réfléchir à la vie, peut-être à la mort, bien sûr, se pose cette question, mais j'ai beaucoup apprécié ce que disait Catherine par rapport à la question, au fond, mourir soi-même, c'est pas forcément la plus grande affaire. La plus grande affaire, c'est de vivre. Et c'est justement cette question-là qui se pose, qui est au cœur de la plupart des gens que j'ai entendus, qui parlaient de ces périodes absolument épouvantables, qui ne parlaient pas tant de la destruction, mais de ce qu'ils avaient vécu et la forme de vie dans laquelle ils se trouvaient. Pour pouvoir faire ce travail, et pour pouvoir centrer mon activité sur la vie du côté des vivants, eh bien, il fallait quand même qu'on puisse demander des comptes à ceux qui tuaient. Si on veut connaître comment les gens sont morts dans les processus génocidaires, eh bien, allons demander à ceux qui sont toujours là et qui l'ont fait. Et là, on va avoir une réponse beaucoup plus globale. Si on veut savoir comment les gens sont morts, eh bien, on demande à ceux qui les ont tués. Et là, la surprise apparaît tout de suite, puisque on a toujours dit, on a écrit, mais ils n'en parlent pas, ils ont du mal à dire les choses. Finalement, ça doit être un déni, ça doit être un clivage. Enfin, on a imaginé plein de choses pour rendre compte de cela. Et comme je suis également anthropologue, moi, je me suis intéressé au fait que si les gens disent quelque chose, je le prends au sérieux. S'ils disent qu'ils ne s'en souviennent pas ou que ça ne les a pas marqués, ben je les crois. Et je vais leur demander, qu'est-ce qui vous a marqué? Et là, ceux qu'on croyait avoir tout oublié, ceux qu'on pensait qu'ils ne savaient pas de quoi ils retournaient, ben, ils nous expliquent clairement que 24 heures sur 24, ils sont dans la mort. Mais que ce qui leur pose problème, c'est pas de tuer les gens. Ce qui leur pose problème, c'est que ça peut faire mal, c'est qu'il faut gérer les corps, c'est qu'il faut préparer. C'est ça la vie ordinaire. Que font les gens? Ben, toute leur vie est centrée sur la mort. Que font les victimes? Toute leur vie est centrée sur la vie. Et il me semblait vraiment essentiel de réopérer cette bascule pour comprendre que oui, il y a des formes de vie ordinaire où il est très simple de tuer. Tuer est une chose extrêmement simple. Pourtant, tout le monde ne le fera pas. Et c'est ça l'ébauche de questions que je fais, des réponses que j'essaie de faire, c'est d'essayer de comprendre qui sont aussi ceux qui ne vont pas le faire. Et qui ne sont pas que des militants, qui sont des gens qui vont dire à un moment de leur vie, on ne sait pas trop pourquoi. Non, moi je ne vais pas aller les tuer. Moi je ne tuerai pas. Et qui préfèrent mettre leur vie en danger. Et d'autres qui disent, oh, oui, enfin, je vais le faire. Mais parce qu'ils ne se posent pas la question de savoir s'ils vont tuer. L'autre n'existe pas. Ils vont se poser la question s'ils vont être bien vus par le chef, si ça va leur rapporter une ration alimentaire supplémentaire, s'ils vont pouvoir économiser leurs forces, s'ils vont pouvoir frimer devant leurs copains. C'est tous ces éléments-là qui traduisent, me semble-t-il, la vie ordinaire et qui rendent possible une compréhension de ces
choses absolument épouvantables, mais tellement fréquentes que le seul mot d'épouvantable n'est pas suffisant pour les comprendre. C'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'Argentine, et ces tortionnaires qui ont été capables d'assassiner des parents pour adopter leurs enfants. Ça nous paraît absolument monstrueux, et ça l'est incontestablement. Il n'en demeure pas moins qu'en disant que c'est monstrueux, on ne l'a pas compris. Donc il faut pouvoir aller un cran au-delà pour essayer de l'analyser et montrer comment finalement ça devient totalement acceptable. Ça devient, voilà, on s'en accommode. Et tout le monde ne s'en accommode pas. Et c'est ça qui est important. Donc je cherche moins à savoir ce qui se passe dans le psychisme de celui qui tue, que de se comprendre comment il organise sa vie au quotidien en faisant ça. Justement pour ça, si je t'ai bien lu, je crois qu'il y a tout le travail avec ce cinéaste cambodgien Ritipan. Donc peut-être tu peux nous parler, puisque tu as participé au montage donc, de ce film extrêmement important, puisque Ritipan a donc filmé les tortionnaires de S21, qui était donc le lieu où on exterminait énormément de personnes. Et je pense que ça oui, déjà une autre grille de lecture. Complètement, parce qu'il y avait à la fois Dutch, qui était donc l'idéologue, le chef de la prison, qui lui se vantait de ne pas tuer personne en disant, vous savez, moi je suis un intellectuel, exactement la même chose, je suis un intellectuel, moi je ne peux pas faire ça. Non pas que je ne veuille pas, mais je ne peux pas, je ne vais pas être aussi bon qu'eux, ils vont se moquer de moi. Donc franchement, vous comprenez bien que je vais apparaître ridicule, je ne pourrais plus donner d'ordre. On vous a bien la preuve que j'ai tué personne. Oui, j'ai donné les ordres. Alors que les autres, ils tuaient au quotidien, et ils torturaient au quotidien. Mais là encore, dans le travail que j'ai pu faire avec Ritipan, l'enjeu était de comprendre à la fois cet acte, mais tout ce qui précède l'acte. L'acte de tuer, ça dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Mais toute la journée, ça dure beaucoup plus. Et toute la réflexion qu'il y a avant, par exemple, des réflexions toutes simples. Mais c'est là-dessus que j'ai fondé mon travail. Si on veut comprendre ce qui s'est passé justement sous Pol Pot avec S21, à un moment, ils sont arrivés à un problème technique. Ils n'arrivaient plus à enterrer tous les corps sous le lycée. Il y avait trop de corps. Il fait problème technique, comment on gère ça? Donc, ils se sont posés plein de questions, comment on va faire? Et quelqu'un a dit, on va les emmener beaucoup plus loin et on va les enterrer dans un terrain vague. Voilà, ce sera Changuec et on va les enterrer là. Et après, ils se sont dit, comment on va transporter les corps? Vous comprenez? Il y en a qui disent, il n'y a pas besoin de les transporter, on les tue là-bas. Comme ça, avec 2 gardes, là il en faut 10 si on doit trimballer les corps, avec 2 gardes, une mitraillette, ils montent dans le camion, ils arrivent, on arrive devant la fosse, ils descendent tout seuls et on les tue. Et tout le monde dit, mais c'est formidable, on va trouver une solution. Et c'est cela, c'est ce point de détail de l'analyse qui permet de rentrer à fond dans ce qu'est le mode de vie ordinaire, qui permet d'organiser cela et qui permet de dire, oui, ils l'ont fait comme un job. Est-ce qu'ils se posent la question de savoir, est-ce qu'ils tuent des gens ou pas? Sans doute, mais ça ne les dérange pas plus que ça. Et ça, c'est important à comprendre parce qu'effectivement, ça pose une question cruciale. Sans doute que les démocraties ne sont pas les régimes les mieux, sauf que ce n'est pas dans les démocraties qu'on a trouvé ces régimes génocidaires. Donc, il n'en demeure pas moins que les démocraties restent des dispositifs d'État qui empêchent la possibilité du génocide ou des exterminations de masse, et que tous les autres régimes le rendent possible. Et bien sûr que la servitude volontaire l'explique complètement. Pour des milliers de raisons. C'est-à-dire que certains vont être d'accord parce que ça leur fait plaisir, d'autres parce qu'ils y trouvent du plaisir, d'autres parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, d'autres parce qu'ils ont peur, d'autres... Toutes les possibilités existent pour un seul travail. C'est ça que j'ai voulu essayer de souligner. Et c'est vrai que le Cambodge a été pour moi un terrain très particulier de travail parce qu'on était au cœur quelque chose d'assez incompréhensible, des gens qui se sont tués entre eux, comme dirait ce qu'on disait à l'époque. Or, quand on travaille dessus, on se rend compte qu'ils ne se sont pas tués entre eux. Les génocidaires n'ont pas besoin d'avoir des catégories naturelles pour tuer les gens. Ils en inventent et ils répartissent la population. Et ce n'est pas les mêmes qui les ont tués, justement. Je citais hier cet exemple parce qu'on m'avait posé la question dans un truc où les Khmers étaient capables d'assassiner quelqu'un directement. Et un témoignage rapportait qu'une fois, un jeune Khmer était allé voir un garde Khmer rouge en lui disant « Mais c'est pas possible, pourquoi vous nous faites vivre comme ça? C'est pas possible, on est les mêmes, on est des Khmer, on parle la même langue. Comment vous pouvez nous faire une chose pareille ?» Le type prend son arme, le tue, il dit « Tu vois qu'on n'est pas pareil, toi t'es mort, moi je vis. »
Ça, c'est à prendre vraiment très au sérieux sur la puissance de la catégorisation. Elle n'a pas besoin d'être naturelle. Dans la bouche du génocidaire, elle n'a pas besoin d'être naturelle, il peut la créer. Et elle existe. Le juif du nazi n'est pas le juif ontologique, c'est le juif du nazi, c'est autre chose. Le Tutsi est autre chose que l'opposition entre Tutsi et Hutu. Une fois qu'on a compris ça, alors on peut aller de l'avant, je dirais, dans la déconstruction de ce qui produit ces crimes. Et la première chose qu'il faut déconstruire, me semble-t-il, c'est la puissance de l'idéologie. Parce que ce ne sont pas les plus idéologues qui font ça. C'est une fois qu'on peut saisir ça, alors à ce moment, on se rend compte que aussi toute la lutte qui consiste à vouloir désidéologiser est un peu à côté de la plaque. Et ce n'est pas seulement l'idéologie qui est en jeu, c'est l'ensemble du contexte. Il y a aussi quelque chose qui est frappant et intéressant dans ton livre, c'est quand même l'apport philosophique de Wittgenstein, justement, hein, de la question de la notion de forme de vie. Et comment tu l'as fait? Justement, ça fait des années et des années que je travaille sur ces questions, et j'étais très en peine pendant de nombreuses années pour pouvoir avancer plus loin, parce que voilà, qu'est-ce que je vais dire, les bourreaux, c'est tous des gens comme tout le monde. Non, je voulais vraiment pas pouvoir dire ça, parce qu'après, il y a une identification. Là, on se dit, bah, moi aussi, j'aurais pu faire la même chose, mais on s'en fout de savoir si moi, j'aurais pu faire la même chose. C'est pas la question principale. Mais il manquait une clé pour pouvoir dépasser cela. Et c'est vrai que c'est la lecture des travaux des anthropologues qui ont été influencés par Wittgenstein, notamment Vinadas aux États-Unis, mais aussi de philosophes contemporains comme Sandra Laugier, qui ont réintroduit la pensée wittgensteinienne dans les sciences sociales, et où il est apparu que ce travail sur la forme de vie qui est caractérisé par une langue, une pratique, des habitudes, un voisinage, et qui permet de rendre cohérent ce qui se passe au sein de cette forme de vie, et surtout qui permet de saisir l'ordinaire. Parce que l'ordinaire, c'est quoi? C'est précisément cette chose qui est sous nos yeux, et qu'on n'arrive jamais à saisir, et qui n'est pas loin de l'inquiétante étrangeté, qui est justement quelque chose, qui a un point de similarité entre la saisie de l'ordinaire et la perception de l'inquiétante étrangeté, au sens où c'est quelque chose qui échappe tout le temps. Or, si on veut vraiment analyser un certain nombre de situations contemporaines, en tant qu'anthropologue, alors on va se situer à ce niveau, qui est quasiment au ras des pâquerettes de la vie, pour saisir ce qu'est l'ordinaire. Et à ce moment-là, ce ne sont plus des questions théoriques majeures. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Quelle est l'ontologie par rapport à cela? Que concrètement, comment vivent-ils? Qu'est-ce que c'est que l'ordinaire pour eux? Comment on peut le saisir? Alors, c'est une notion que je lui tords un peu le cou, parce que c'est vrai que chez Venadas, comme chez Stan Cavell, ou bien sûr chez Sandra Laugier, Titi Fassin et autres, la forme de vie a été utilisée pour parler des gens sans voix, notamment des populations les plus vulnérables qui ont été mis dans une situation où on ne peut tellement plus les entendre que finalement on considère qu'ils n'ont plus rien. Et ce travail montre qu'il y a une forme de vie, qu'il y a un ordinaire, qu'il y a quelque chose. Ils existent toujours, ils sont toujours dans la vie. Mais si cette notion et cet arsenal conceptuel est utile, alors il peut aussi permettre de saisir d'autres choses, et notamment ceux qu'on range plutôt du côté du mal. Et moi je trouve que ça aide vraiment à saisir quelque chose de cette vie qui est justement ordinaire. Il y a aussi une autre notion, c'est la disponibilité. Jean-Claude l'a souligné, et je crois qu'effectivement là, tu essaies quand même d'articuler, là aussi, enfin, philosophiquement, anthropologiquement, ce que ça peut être d'être disponible. Oui, c'était un point tout à fait important pour moi, cette notion de disponibilité, parce que jusqu'à présent, on cherche des facteurs psychologiques, favorisants, sociologiques, qui permettent, à mon sens, pas complètement de saisir pourquoi des individus vont se prêter à cela. Avec la notion de disponibilité, c'est ce qui permet de dire qu'il va y avoir plein de raisons différentes, singulières à chaque fois. C'est-à-dire que la psychanalyse est utile, mais de façon rétroactive. Elle n'est pas prédictive. On ne va pas prouver une personnalité typique qui va pouvoir s'engager. Mais on va trouver, justement, grâce à l'écoute aussi psychanalytique que je peux avoir par ailleurs, on va pouvoir comprendre comment des facteurs extrêmement différents vont se conjuguer pour rendre ces hommes disponibles, mais qui ne sont pas que des facteurs sociopolitiques, socio-économiques. Parce que si on prenait ces facteurs, alors le nombre de personnes disponibles serait très largement supérieur à ce que l'on voit. Par exemple, si on refait le parallèle avec le djihadisme et Daesh,
Aujourd'hui, on a un certain nombre de théoriciens qui nous expliquent que c'est l'islam, que c'est la radicalisation islamique et que c'est la délinquance. Si ces phénomènes étaient vrais, si ces critères étaient vrais, alors le nombre d'individus disponibles devrait être à peu près 200 000 en France. De cette tranche d'âge-là, qui rentre dans ces catégories, 200, 300 ou 500 000. On nous parle de 2000 personnes. Ah, ça ne le fait pas. Il y a un problème qui fait que, même si on n'aime pas les catégories scientifiques et épidémiologiques ou statistiques, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui nous explique que les gens que l'on suppose être disponibles ne le sont pas nécessairement. Ah bah ça pose une autre question. Deuxième élément qui m'y a fait penser, qui est à mon sens encore plus parlant, c'est le travail que je mène avec les réfugiés afghans, et qui sont des gens qui ont fui les combats en Afghanistan. Mais il faut bien voir que ceux qui sont partis d'Afghanistan, ils sont à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, qui est aux mains des groupes de Daesh d'un côté et des talibans de l'autre. Les groupes de Daesh et les talibans ont quand même beaucoup de mal à recruter des nouveaux combattants. Et ils font des razzias dans les villages, et dès qu'un garçon entre 17 et 18 ans, ils le raflent pour l'emmener avec lui. Ça ne devient pas des auteurs d'attentats suicides, ça devient des combattants qui justement font de temps en temps des razzias avec un grand nombre de bénéfices financiers, bénéfices sexuels parce qu'ils peuvent profiter des femmes, enfin tout un tas d'éléments qui fait que si on y regarde de plus près, on n'est pas dans la situation les nazis par rapport aux juifs, on est dans une situation où ils sont tous musulmans, il suffit qu'ils se déclarent proches de Daesh pour être enrôlés et ils n'auront pas de problème. Pourtant, un très grand nombre décident de partir plutôt que de rejoindre Daesh et les talibans, et c'est pas parce qu'ils ont peur d'aller se faire exploser, c'est parce qu'ils ne veulent pas les tuer. Et j'en ai eu qui sont venus me voir et qui me disaient textuellement ça, et ça m'a stupéfait. Ils me disent, mais moi, je ne voulais pas les tuer. Je voulais pas, voilà. C'était mes voisins, c'était mes amis, c'est des voisins qui sont venus me chercher, ils ont tué des... Mais moi, je ne voulais pas aller avec eux, je ne voulais pas. Mais ce n'est pas des intellectuels, c'est des agriculteurs, ce n'est pas des militants, ce sont des gens qui ont... Et ils sont combien ? Des centaines et des centaines et des centaines. Et ils arrivent, chez nous, on n'en veut pas. On les laisse mourir dans la Méditerranée pour d'autres. Et c'est ça qui m'a stupéfait. C'est-à-dire qu'on se pose toujours cette question de savoir qui sont les génocidaires. Est-ce que je serais devenu génocidaire ? Est-ce que je ne serais pas devenu génocidaire ? Est-ce que je serais devenu bourreau ou résistant ? Et puis on a devant nous des gens qui meurent par milliers, là, dans la Méditerranée, qui, eux, ont pris la décision de ne pas être génocidaires et qu'on laisse crever. Donc effectivement, ça pose une question cruciale, et le fait d'amener des notions telles que la disponibilité, telles que la vie ordinaire, à mon sens, devrait nous faire réfléchir aussi là-dessus, parce que je peux vous garantir que les types qui viennent d'Afghanistan ou d'Érythrée, c'est pas des tueurs. Ils ont justement pas voulu être tueurs. Et on leur met sur le dos une étiquette pour bien montrer que l'altérité est ailleurs. Et nous, on se pose tout un tas de questions. Si on veut savoir comment on ne devient pas un tueur, il faut aller les écouter. Et c'est stupéfiant de les entendre. Oui, justement, d'où ce que tu dis dans ta conclusion, c'est-à-dire cette rencontre avec ce Serbe, ce Serbe. C'est un Bosniaque. Un Bosniaque, qui justement t'a expliqué que lui aussi, il a fui pour ne pas participer. Pour ne pas tuer. C'est pas un intellectuel du tout, c'est pas un militant, il n'est pas engagé. Et puis, tous ses copains sont partis se battre, très heureux. Et lui, il a dit non, j'abandonne tout, je veux pas aller... C'est pas je veux pas aller me battre, parce que souvent ça a été interprété comme ça, je veux pas aller me battre. Et ce qu'ils disent tous, je veux pas aller tuer. Je veux pas les tuer. Je veux pas les tuer, j'ai pas envie, je ne suis pas disponible à ça. Peut-être que 6 mois plus tard, il aurait été disponible, je n'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est que le nombre de gens qui ne sont pas disponibles, c'est pour ça que finalement je reste fondamentalement optimiste, malgré que je travaille sur ces questions-là, c'est que le nombre de gens qui finalement ne le font pas est considérable. Oui, qu'ils ne le font pas volontairement, c'est ça qui décident de ne pas le faire. Oui. Voilà. Un petit détail, qui font ça je ne vais pas le faire, celui-là je ne vais pas aller le dénoncer, celui-là je vais le cacher, qui sont des gestes de résistance extrêmement importants et qui font qu'effectivement les génocidaires, malgré tout le mal qu'ils font, ils perdent tout le temps. À la fin du fin, ils perdent tout le temps. C'est la bonne nouvelle, c'est la seule. Bon, on va peut-être conclure là-dessus. Voilà, sur une bonne nouvelle. Optimiste. Bon, à moins qu'il y ait des questions. Moi, je veux volontiers dire des choses.
D'abord, je trouve qu'effectivement ce livre est formidable dans son retournement, c'est-à-dire que la question de savoir qui peut être bourreau, qui peut être génocidaire, se renverse en question qui sont ceux qui disent non. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y en a qui disent non? Pas pourquoi il y en a qui tuent, mais pourquoi il y en a qui ne tuent pas. Et ça, je trouve ça formidable. Et puis, à part ça, il y a des choses qui m'ont interrogée à propos de la vie, ce que tu appelles la vie ordinaire, des génocidaires, qui est toute centrée autour de la mort. Ce qui me frappe, c'est qu'en fait, c'est centré autour de la question de comment faire disparaître les cadavres, c'est-à-dire éliminer les restes. Exactement. Et c'est ça qui est très aussi, qui me semble d'autant plus intéressant que ça rejoint la question de savoir qu'est-ce qui fait que tout d'un coup une catégorie de personnes sont considérées comme devant être assassinées. Est-ce que justement là il n'y a pas ils sont constitués comme non humains, c'est au nom de ça qu'on peut les tuer, et donc ils sont de l'ordre du rebut de l'humanité. Et ce rebut de l'humanité, on le retrouve au niveau justement de ces cadavres qui sont aussi des rebuts qu'on n'arrive pas à éliminer. Il me semble que quelque chose tourne autour de ce reste inéliminable. Exactement. Mais tu as parfaitement raison, parce que c'est vraiment la problématique génocidaire par excellence. Il ne s'agit pas de tuer les gens, il s'agit de faire qu'ils n'aient jamais existé. Et il y a deux façons de faire que les gens n'aient pas existé. La première, bien sûr, c'est de les tuer, mais d'abord et avant tout, c'est de faire disparaître les corps. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rituel. C'est pas simplement les cacher, c'est qu'il n'y ait pas de rituel funéraire, parce que ce qui nous lie quand même en tant qu'être humain aux autres êtres humains, c'est les morts, parce qu'on peut penser les morts, parce que nos noms de rue, ce sont des noms de morts. Ici, il y a plein de photos dans l'autre de gens qui sont morts, que l'on vénère. On est entouré par les morts et on les respecte. La mort n'interrompt pas la relation des vivants avec leurs proches, et même ceux qui ne sont pas leurs proches. C'est pour ça qu'il y a des monuments funéraires, c'est pour ça que la communauté célèbre ces morts, parce que la mort n'interrompt pas la communauté humaine. Si la mort interrompt la communauté humaine, il n'y a plus de communauté humaine. C'est précisément ce que cherchent à faire les génocidaires. Éliminer les morts, il n'y a plus de communauté humaine, on peut dire qu'ils n'ont pas existé. On les sort de l'humanité en les réduisant, l'altérité radicale. On s'est souvent posé la question, c'est quoi l'altérité radicale? On a dit, par exemple, les nazis traitaient les juifs comme des animaux. Mais c'est pas vrai, on ne traite pas les animaux comme ça. L'altérité radicale de l'homme, c'est le cadavre. C'est-à-dire, c'est la dépouille, c'est le reste. C'est ça l'altérité la plus radicale. Un homme n'est plus un homme dès lors qu'il est assimilé à la dépouille simplement. Les cadavres, c'est plus des humains. Et c'est justement ça qu'ils font. Ils détruisent ça, mais ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas le détruire. Alors les gens vont porter le souvenir de leur mort, ils vont essayer d'avoir encore une relation avec eux, même parfois persécutive, parce que ça va être des fantômes qui vont venir les déranger. Il n'en demeure pas moins qu'il est impossible, comme le disait Antelme, il est impossible de sortir un homme de l'espèce. Ça n'empêche que les génocidaires ont cette ambition. Ça me fait penser à l'ouvrage l'année dernière de Paul-Laurent Assoun, qui rappelle que les révolutionnaires ont exhumé tous les corps des rois qui étaient inhumés à la basilique de Saint-Denis. Ça a duré plusieurs mois pour détruire les restes de tous les rois. Ça fait penser aussi au travail de Patrick Desbois, qui d'abord dans les pays de l'Est, et puis aujourd'hui, je crois qu'il est en Syrie, dans ces pays-là. Voilà. Kurdistan avec les populations yézidis. J'ai vu ça. Mais moi, je l'ai connu quand il travaillait, évidemment, pour réouvrir les charniers en Russie et en Pologne, enfin dans ces pays-là, et à donner une sépulture justement à tous ces corps qui avaient été... Enfin, c'est ce qu'on appelait la Shoah par balle. Oui. Mais c'est ce que font tous les mouvements commémoratifs. Quand on prend une plaque, qu'on met tous les noms, c'est la meilleure façon de nier l'ambition génocidaire. Parce que ça montre qu'ils ont tué, mais ils n'ont pas pu faire disparaître ce qu'ils voulaient faire disparaître. Donc c'est vraiment très très important. Le travail du Père Desbois est très intéressant et très très important à ce titre-là, bien sûr.
il y a une illustration de ce que tu dis dans un film que peut-être quelques personnes ont vu qui s'appelle Le Fils de Saul. Le Fils de Saul, qui relate l'extermination dans les conditions que tu décris, avec des problèmes techniques à résoudre, des Juifs hongrois. Et donc, on voit certains prisonniers affectés, et le héros en est un, affecté à l'éviction, enfin à traîner les corps en dehors de la chambre à gaz pour aller les mettre dans un charnier. Et j'ai beaucoup discuté de ce film avec des gens qui trouvaient que ce sont des images qu'on ne montre pas. Le réalisateur est un descendant d'un juif hongrois. Et en fait, ce qui est quand même intéressant, et peut-être c'est une question que je voudrais te poser, c'est que le héros du film, on ne sait plus qui est qui dans ce film. Parce que personne n'est ce qu'il est qui dit. C'est-à-dire que le héros décide qu'il est le père d'un adolescent qu'il voit exterminer parce qu'il est sorti de la chambre à gaz encore vivant, et il assiste à la manière dont un des officiers nazis le tue, et il décide que c'est son fils. Et il n'est pas plus le père de ce garçon que il cherche quelqu'un qui va dire le Kaddish. Parce que lui, il ne peut pas dire le Kaddish, mais il va en trouver un qui en fait n'est pas juif. Enfin, il y a un... Personne n'est ce qu'il dit qu'il est. Et il y a un problème identitaire quand même pour pouvoir... Et d'ailleurs, dans le film, l'image est quand même assez intéressante, c'est que quand on le voit, les 5 premières minutes sont, je ne sais pas si tu l'as vu, sont insoutenables, mais il a le regard nulle part. Il a le regard... Alors, c'est peut-être pas exactement ce que tu décris, parce que les génocidaires que tu décris sont de la même race et de la même religion. Et surtout, il ne risque pas de se faire tuer. Alors que lui, si j'ai bien compris, il va se faire tuer. C'est un Sonderkommando et il est condamné à mort. Oui, s'il ne fait pas ce qu'on lui dit. Mais il n'empêche qu'il y a un dérèglement identitaire complet. Bien sûr, bien sûr. Il y a cette... je ne sais plus dans quel bouquin c'est, cette anecdote terrible justement de Sonderkommando qui, je ne sais plus dans quel camp c'est, et qui ont des convois et des convois, mais à chaque fois qu'il y a des convois, ils sont horrifiés par ce qu'ils font, mais ils récupèrent un bout de pomme, un truc, un machin, les nazis récupèrent l'or et tout ça, mais dès qu'il y a des victuailles, ils leur laissent, et donc eux se nourrissent de cela. Et puis il y a un ralentissement des convois, donc moins il y a de convois, moins ils ont de victuailles, et commence à être vraiment très mal, et un jour le chef du camp vient et leur dit « Écoutez, je vais vous dire que maintenant les convois reprennent ». Et tous les types disent « Waouh, génial, les convois reprennent !» Tout en étant pris d'effroi à ce moment-là, de leur réaction. Mais oui, les convois reprennent, on va pouvoir avoir de quoi bouffer, et oui, les convois reprennent, on va être obligé à nouveau de tuer nos frères, de tuer des juifs. Et c'est ce mouvement-là qui est vraiment aussi important à saisir, c'est que presque toutes les catégories sont explosées, broyées, détruites, diraient certains, sauf une. Celle qui pour moi est la plus importante, c'est le rapport justement entre les morts et les vivants. Et si ce type se dit le père, c'est qu'effectivement, il est le père d'un être humain et qu'il va pouvoir lui donner une sépulture et qu'il va réfléchir, si j'ai bien compris, c'est à lui trouver une sépulture. Et ça, c'est sa quête. Et c'est ça la quête. Mais au prix de mettre en danger exactement. Les autres du Sonderkommando. Exactement, mais on ne se rend pas compte. Il est omnibulé par... Mais on ne se rend pas compte, et la tragédie grecque le montre très bien, comment trouver une sépulture à quelqu'un, c'est quelque chose de fondamental. Mais parce que c'est un invariant complet, c'est-à-dire pourquoi on est tranquille. Alors c'est la suite aussi avec le propos de Catherine, mais c'est une chose inouïe. On sait qu'on va mourir un jour, et on sait qu'il y aura toujours quelqu'un pour prendre soin de notre dépouille. C'est pas... Voilà, je ne suis pas en train de me dire, tiens, il va falloir que je me prenne par la main pour m'amener au cimetière. Non, il y a des gens qui vont le faire. C'est un détail, et pourtant c'est un détail essentiel de se dire, il y a quelque chose qui fait que, quoi qu'il arrive, une fois que je serai mort, il va y avoir des gens qui vont prendre soin de ma dépouille. Ce que les génocidaires te disent, ah bah,
n'y compte pas. Une fois que tu meurs, personne ne le fera. Quoi? Mais alors, qu'est-ce que tu fais des cendres? C'est pareil, on a pris soin. On a pris soin de la dépouille. C'est d'autres qui l'ont fait, je ne me suis pas fait brûler moi-même. Et d'autres qui ont pris soin de mon corps, qui l'ont respecté. On n'a pas le droit de toucher les corps. Même pendant les guerres, la plupart du temps, on s'arrête pour rattraper les cadavres. Et quand des guerriers veulent montrer leur violence vis-à-vis du groupe adverse, ils mutilent les morts. Et ça apparaît comme quelque chose d'absolument insoutenable. C'est le plus grave. Ils sont morts, voilà, quelle importance. Non, c'est la chose la plus... Parce que justement, il y a une rupture d'une continuité anthropologique qui est qu'il y aura toujours quelqu'un qui prendra soin de la dépouille. Et les régimes génocidaires, les exterminations de masse énoncent exactement l'inverse. Ce lien-là, il est rompu. Et les gens le portent tout seuls, c'est pour ça qu'ils ont des symptômes, pour ça qu'ils voient des fantômes, c'est pour ça qu'ils portent leur mort en permanence sur leurs épaules, jusqu'à ce que quelqu'un, les Arméniens, c'est cela, leur quête de reconnaissance du génocide, c'est aussi pour que depuis des générations et des générations, ils ne soient plus les seuls à porter la mémoire de leur mort, qu'ils puissent les oublier, que tout le monde puisse les porter. Portez-les aussi, comme nous portons nos morts historiques depuis toujours. Dans un travail que j'ai fait il y a quelque temps autour du fantastique, légende ou littérature, la plupart du temps, les revenants sont des êtres qui sont morts en état de rupture symbolique et qui viennent demander réparation de cette rupture. Dans tous les cas, c'est quelque chose comme ça, une sépulture qui n'a pas été faite, une prière ou des rites qui n'ont pas été accomplis, et le revenant vient demander réparation Dans le livre que j'avais écrit avant, qui s'appelait Les Vivantes, il y a une jeune fille cambodgienne qui interroge son père justement sur les fantômes et la peur des fantômes. Et le père lui dit, mais tu sais, les hommes n'oublient jamais leur mort. Aucun. Même ceux qu'on n'a pas aimés. Mais ceux qu'on n'a pas aimés, ils reviennent comme revenants. C'est la preuve qu'on ne peut pas oublier les hommes. On ne peut oublier personne. Ceux qu'on aime, ils sont tranquilles. Ceux qu'on n'aime pas, ils viennent nous faire chier. Mais on ne les oublie pas. C'est le problème des Érigny. Bon, on peut conclure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci Jean-Claude, merci, vraiment. Merci tout le monde. livre. Merci à vous tous. À bientôt.